Ray McGovern, je suis ravi de vous accueillir ici, mon cher ami. Avant que nous n'abordions Witkoff et les négociations qu'il a menées durant le week-end, ainsi que sa relation avec le président Poutine, j'aimerais solliciter votre avis sur une ou deux questions concernant la Chine. Au cours de la dernière semaine, ou plutôt des 2 dernières semaines, la stratégie de sécurité nationale dit que la Chine n'est plus un ennemi, mais un concurrent économique. Je pense que c'est une très bonne chose. Or, la semaine dernière, les États-Unis ont saisi un pétrolier chinois au large des côtes du Venezuela. Et la semaine dernière, le président Trump a promulgué la loi d'autorisation de la défense nationale qui comprend 11 milliards de dollars d'armement offensif pour Taïwan. Où allons-nous avec la Chine, selon vous? Zigzag, c'est le mot montagne russe. Et je pense qu'une grande partie de cela s'explique par le fait que tout le monde ne veut pas que Trump fasse le genre de choses qui ont été rédigées pour lui, telles qu'il les a dictées à de vrais rédacteurs pour la stratégie de sécurité nationale. Vous avez Tulsi Gabbard qui est à bord. Elle a peut-être eu une grande influence là-dessus, mais ce n'est vraiment pas bon pour les gens qui construisent des navires ou des avions, et donc il faut aussi satisfaire ces gens-là. Et que représente 11 milliards de dollars de plus pour Taïwan? La Chine peut avaler ça. Donc, il y a cette dissonance au sein même de l'administration. Je ne sais absolument pas qui a autorisé la saisie de ce navire chinois. C'était vraiment stupide. Ce genre de choses, ça arrive, vous savez. Et comme JFK l'a si bien dit au plus fort de la crise des missiles de Cuba, lorsqu'un des B-52 de l'armée de l'air avait violé l'espace aérien soviétique, tout le monde était furieux et JFK a dit « Eh bien, vous savez, il y a toujours un gars qui ne reçoit pas le message. » D'accord. Je pense que la meilleure chose à faire est la saisie du navire chinois. Ils réagiront. Non, la saisie du navire chinois, je ne peux pas imaginer qu'elles vont accepter cela sans réagir, mais les 11 milliards de dollars d'armement offensif d'une portée suffisante ou d'une puissance suffisante pour atteindre Pékin, cela doit être quelque chose de très inquiétant pour eux. Je ne pense pas qu'ils vont envahir Taïwan. Je ne pense pas que vous croyez qu'ils s'apprêtent à envahir Taïwan, mais le fait d'avoir ce type d'armes braquées sur eux, ça rappelle un peu la situation où l'on a placé ce genre de matériel en Ukraine et qu'on les a pointés vers le Mexique, vers Moscou. Eh bien, le complexe militaro-industriel qui construit vend ses armes l'emporte souvent, d'autant plus avec Trump, donc vous savez, il représente une menace. Mais il existe d'autres menaces pour la Chine. Actuellement, nous avons une orientation de sécurité nationale très différente de ce que disait Eldridge Colby. Vous savez, il faut construire tant de navires et contrer la Chine. Donc, je vois cela comme une sorte de cadeau symbolique au complexe militaro-industriel qui, après tout, doit être apaisé puisqu'il contrôle pratiquement le Congrès et des parties de l'exécutif également. Pensez-vous réellement que le président Poutine finira par céder sur ses exigences fondamentales, celles qu'il avait clairement formulées et rendues publiques en 2022 au sujet du retour des territoires russophones à la Russie, la neutralisation effective de l'Ukraine, le retrait des troupes de l'OTAN et européennes pour toujours? Non, sauf qu'il y a une certaine marge de manœuvre. Maintenant, il ne va pas rendre le Donbass, Donetsk et Lugansk. Les deux autres, Zaporizhia, Kherson, il ne les a pas encore complètement conquis. Y aurait-il une marge de manœuvre à ce niveau-là? Je pense que oui. Pour la bonne affaire, pour une somme d'argent conséquente, il serait capable de faire ces déclarations. Maintenant, je suis un peu à part là-dessus, mais c'est un enjeu de taille, d'accord? Le grand enjeu est d'améliorer les relations avec les États-Unis et d'obtenir le soutien de l'Ukraine. Et cela est très clairement indiqué dans les orientations de sécurité nationale. Et donc, ce que nous avons dès le tout début, dès l'époque où les choses ont commencé à s'améliorer sous l'administration Trump, lorsque Witkoff est allé s'entretenir avec Poutine et lui a dit « Écoutez, vous savez, il nous faut absolument organiser un sommet. » Le jour même, le compte-rendu officiel de cette rencontre émanant d'Ushakov, le principal conseiller de Poutine sur ce dossier, a formulé cette déclaration dans le tout premier paragraphe et c'est particulièrement révélateur de leur position actuelle.
les discussions ont porté sur des questions liées à l'Ukraine, mais une fois de plus, il a été noté que les relations russo-américaines devraient être placées sur un plan totalement différent et sur une base mutuellement bénéfique, ce qui serait en net contraste avec ce que nous avions sous Biden. Oh, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que les Russes sont très désireux d'avoir de meilleures relations avec les États-Unis économiquement, culturellement et sous tous les aspects. Je pense. Oui, et ce que j'affirme ici, c'est que toutes les autres questions sont secondaires, y compris la situation en Ukraine, y compris, comme je l'ai déjà mentionné, si les États-Unis venaient à bombarder massivement l'Iran, comme ils l'ont fait par le passé, eh bien, cela reste une question du second ordre. Les Russes l'ont d'ailleurs dit de manière explicite. C'est donc le contexte de tout cela. Et donc, traitez-moi d'original, mais je pense que ces discussions sont bien réelles. Je crois qu'elles vont aboutir, pas tout de suite, parce qu'il y a encore beaucoup d'opposition en interne, ainsi que de la part de membres de l'OTAN. Mais l'OTAN a été mise à l'écart et Rubio l'a été aussi. Il suffit de voir ce qui s'est passé ces 2 derniers jours seulement à Miami, en Floride, où Witkoff et Kushner ont exécuté les ordres du président, à la fois avec Dmitriev de Russie et avec Umerov d'Ukraine. Donc, vous savez, c'est là que l'action se déroule vraiment. Quant à savoir si cela réussira immédiatement, c'est très, très douteux, mais je pense que Trump tenait absolument à obtenir quelque chose d'ici Noël. Mais alors pas pour Noël, mais je pense que les discussions sont très, très productives. Et je pense, vous savez, quand les gens les rabaissent et disent Dmitri ou Witko ont dit qu'elle n'était que constructive. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Constructif. Eh bien, constructif? Oui, c'était constructif. Et il a dit plus tard, ils sont productifs et constructifs. Alors, il faut admettre que les États-Unis et la Russie prennent cette question très, très au sérieux. Poutine l'a d'ailleurs clairement exprimé lors de sa longue séance de questions-réponses il y a seulement quelques jours. Et les États-Unis l'ont également confirmé dans leur toute nouvelle stratégie de sécurité nationale. Pendant cette séance de questions-réponses, un pétrolier russe a été endommagé par des projectiles dont les Ukrainiens ont revendiqué la responsabilité et un général russe a été assassiné devant son domicile à Moscou dont les Ukrainiens n'ont pas encore publiquement revendiqué la responsabilité. Ces événements ne peuvent pas être considérés, à moins que vous ne les voyiez d'une manière totalement différente de la mienne, comme faisant avancer les choses, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Mais, Monsieur le juge, nous devons garder une certaine perspective sur ces choses. Ce sont des événements terroristes. Cet événement qui a tué plus de 200 personnes dans cette salle de concert, la destruction de certains bombardiers stratégiques, toutes ces choses ont été avalées par les Russes parce qu'elles n'auront aucun effet appréciable sur ce qui se passe en Ukraine. Ils sont considérés comme de simples piqûres d'épingle. Les Russes les apprécient-ils? Non, mais ils vont continuer tant qu'il n'y aura pas une sorte d'accord de paix. Et je pense que Zelensky n'aura plus d'argent l'année prochaine. Il aura des armes, mais il n'y aura plus d'armée. Nous devons donc être un peu patients. Ça va s'arranger. Le problème est de savoir si les néo-nazis qui soutiennent réellement Zelensky pourront être gérés, être traités d'une manière qui puisse assurer à la Russie d'avoir un partenaire plutôt qu'un ennemi de l'autre côté du fleuve Dniepr. Je veux dire, c'est pourquoi je ne suis pas aussi optimiste que vous. Évidemment, je souhaite la paix comme tout le monde. Mais avec les néo-nazis qui contrôlent Zelensky d'un côté et l'intransigeance de Poutine, et je le comprends, je ne le critique pas sur ses exigences de l'autre, que peut-on attendre de Witkoff? Vont-ils juste dire, bon, mettons l'Ukraine de côté et débarrassons-nous des sanctions? Je voudrais pouvoir prendre un vol de JFK à Moscou. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Alors, ce sont les faits sur le terrain, Monsieur le juge, qui régissent l'ensemble de cette situation. C'est exact. D'ici quelques mois à peine, il ne restera plus rien de l'armée ukrainienne. D'accord. En d'autres termes, le double objectif de Poutine de démilitarisation et de dénazification, le premier aura été atteint. Alors, que vont-ils faire, les nazis, sans la moindre armée à leur disposition?
Le bataillon Azov, leur fleuron, leur pièce maîtresse, a été entièrement décimé par les forces russes. En d'autres termes, la réalité sera que, oui, les nazis n'apprécieront pas du tout cette situation. Est-ce qu'ils vont s'en aller de manière pacifique? Probablement pas, mais ils s'en iront, à moins que les Britanniques ne les soutiennent encore pour une année supplémentaire. Alors, la fin est en vue. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver et ces discussions sont très sérieuses. Et comme je le dis, l'objectif général est de pouvoir établir une relation convenable entre les États-Unis et la Russie. Et Poutine a clairement fait savoir qu'il aimerait y parvenir et il invite l'Europe à revoir ses méthodes si elle le désire. Enfin, après tout, lui, dans ce Q&A, il a cité Egon Bahr, bon sang. C'était le cerveau de Willy Brandt, d'accord? Et il était l'os politique. C'était lui qui disait, écoutez, l'Europe doit se retendre vers la Russie et inclure, et il faisait aussi référence à l'ancien chancelier Helmut Kohl qui disait la même chose. Alors, une fois que les Européens retrouveront la raison et avec 90 milliards de dollars pour payer l'Ukraine, ce sera relativement, ce sera une nouvelle situation. Et ce que les nazis feront à Kiev à ce moment-là, sans aucune armée, je ne sais tout simplement pas. Mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de ressources pour continuer. Bon point. Sans la moindre armée. Où sont vos... je ne parle pas de vos anciens collègues, mais où se trouve la CIA aujourd'hui? Je veux dire, vont-ils changer à 180 degrés? Oh, la Russie est notre ami. Monsieur le juge, mon interprétation et je dois avouer d'emblée que je n'ai même pas d'anciens amis et encore moins de collègues à la CIA. Ils sont tous morts maintenant, comme dirait ma grand-mère, à 97 ans. Mais vous savez, si vous lisez dans le marque de café, je ne sais pas si Ratcliffe, le chef de la CIA, joue un rôle majeur, quel qu'il soit. Celui qui joue un rôle majeur est son patron nominal, le chef du renseignement national, Tulsi Gabbard. Et elle a fait une déclaration vraiment très ferme ce week-end disant les gens qui écrivent pour Reuters et qui racontent ces inepties sur la Russie, qui essaient de s'emparer du reste de l'Europe, ont vraiment perdu la tête et devraient être purement et simplement renvoyés. Voilà, je suppose, hein? Oui, des bellicistes. Oui, alors je vais vous le lire. Les bellicistes de l'État profond et leur PR. Ceci nous vient de Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, à laquelle Ray faisait justement référence. Je vais maintenant vous lire. Les bellicistes de l'État profond et leurs médias de propagande tentent à nouveau de saper les efforts du président Trump pour ramener la paix en Ukraine et de fait en Europe en affirmant faussement que la communauté du renseignement américain approuve et soutient le point de vue de l'UE et de l'OTAN selon lequel l'objectif de la Russie est d'envahir et de conquérir l'Europe afin de susciter le soutien à leur politique pro-guerre. La vérité est que les services de renseignement américains estiment que la Russie n'a même pas la capacité de conquérir et d'occuper l'Ukraine et encore moins d'envahir et d'occuper l'Europe. Elle a manifestement des sources de renseignement qu'elle ne peut pas contrôler et ça l'a mise hors d'elle. D'accord? Non, monsieur le juge, il s'agit du fait qu'elle a l'oreille de Witkoff et l'oreille du président et qu'elle dénigre Ratcliffe. Si Ratcliffe a une bande de traîtres qui continue de débiter toutes ces absurdités, eh bien, c'est manifestement faux, c'est prouvé que c'est faux. Vous n'avez pas, même Poutine l'a dit de façon très éloquente il y a seulement 2 jours. Donc, cette idée, comme le déclare Kaja Kallas, qui est la chef de la politique étrangère de l'Union européenne, selon laquelle les Russes vont s'emparer de l'Ukraine, puis de la Pologne et des États baltes, eh bien, Biden a peut-être affirmé cela et il y a peut-être même cru, mais je ne pense pas que Trump partage cette opinion. Je ne crois pas qu'il y croit, surtout à présent que des personnalités comme Tulsi Gabbard ont son oreille. Or, Tulsi est très proche de Witkoff. Il est absolument évident qu'elle tente de le défendre. Hier, ou plutôt il y a 2 jours, il y a eu cette publication vraiment calomnieuse dans Reuters à laquelle elle a réagi avec ce fameux X. Et ce matin, c'est une information toute fraîche, tout juste sortie des presses, comme on a coutume de le dire. Witkoff est un amateur, affirment les responsables de l'administration. Dans le domaine diplomatique, il est bien trop enclin à accepter les affirmations de la Russie au pied de la lettre. Je cite, c'est un cadeau pour les Russes. Fin de citation. Maintenant, on dirait que ça a été dicté par la CIA. Oui, c'est possible. Mais ce qui est important, c'est que la CIA a été complètement mise à l'écart. Vous comprenez? Nous sommes dans une nouvelle donne ici.
Alors, Tulsi Gabbard est enfin en train d'exercer sa prérogative en tant que supérieure de Radcliffe et pas seulement de nom. Elle, comme l'a rapporté l'article de Reuters, a informé Witkoff avant qu'il ne se rende à Moscou et quand il en revient. Witkoff a toujours refusé les briefings de la CIA. Et je suis sûr qu'il a dit à son ami le président, tu sais, la CIA a peut-être encore un tas de ses trains de savate qui travaillent pour Radcliffe. Et Radcliffe lui-même, eh bien, fait juste attention à Tulsi et à moi. Tu sais, une petite chose à ce sujet, Concernant cette histoire Reuters qui était tellement mauvaise il y a seulement 2 jours. Wall Street a été écrit par Jonathan Landay et 2 autres. Jonathan était l'une des 2 personnes qui travaillaient pour McClatchy, puis pour Knight Ridder avant l'Irak. Il avait raison. Il a publié. Personne n'aurait voulu le diffuser au-delà de McClatchy. Il a publié qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et qu'il n'existait aucun lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Lui et Warren Strobel, ils étaient vraiment formidables. Ils ont finalement reçu des récompenses pour cela quand les gens ont réalisé qu'ils avaient raison, d'accord? Eh bien, il est maintenant l'auteur de cette chose qui est vraiment indéfendable en terre. Eh bien, quelle est, selon vous, l'origine des articles de charge contre Witkoff, si ce n'est des personnes mécontentes au sein de la communauté du renseignement ou du complexe militaro-industriel? C'est Rubio. Et maintenant, il a l'ambition de devenir président. Parfois, c'est assez simple. Et il a sa coterie de partisans. Il est devenu très clair quand Witkoff a proposé ses 28 points, si vous voulez, les points de discussion. Qui a fait le premier jet de ça? Dmitriev, c'est clair d'une conversation interceptée entre 2 hauts responsables russes, d'accord? Ushakov, l'homme de confiance de Poutine pour l'Ukraine, et Dmitriev. Où était Dmitriev? Il était en Arabie Saoudite. Où était Ushakov? Il était à Moscou. Qui a intercepté ce message? Je laisse ça à votre imagination. C'était presque certainement quelqu'un, soit les Five Eyes, les États-Unis, ou peut-être les Saoudiens, d'accord? Qui a divulgué l'information? Les gens de Rubio. Et que disait Rubio à ce moment-là? Eh bien, il a informé le Congrès et a dit, oui, Witkoff et les Russes, ce sont vraiment les Russes qui ont trouvé ça. Eh bien, oui, ils l'ont fait. C'est dans cette interception. C'est pourquoi ils ont divulgué l'interception pour montrer à quel point c'est terrible. Comment le Kremlin, selon votre analyse, vous comprenez vraiment très bien la mentalité russe. Comment le Kremlin perçoit-il, selon vous, l'utilisation de Witkoff, un fonctionnaire non gouvernemental, pour mener ces négociations essentielles? Et comment voit-il la rivalité qui existe entre Witkoff et Rubio? Je veux dire, ce genre de rivalité n'existe pas vraiment au sein du Kremlin. Ou si elle existe, elle ne nous est absolument pas connue. Qui pourrait bien rivaliser avec Lavrov? Eh bien, c'est une dissonance très manifeste et clairement visible aux États-Unis. Je pense que les Russes disent, eh bien, vous savez, nous sommes déjà passés par là. Ceux dont la mémoire est presque aussi ancienne que la mienne se souviennent des négociations SALT de 1970 à 1972 qui ont abouti au traité ABM établissant une stabilité stratégique pour 3 décennies, d'accord? Il y avait beaucoup de tensions, bien sûr que oui. Qui a fait le travail? Kissinger. Qui a soutenu Kissinger à cet État? Le département d'État, lui, était bien. Jack McLeod était mon homologue au bureau russe. J'étais le chef de la branche de la politique étrangère soviétique. Nous apportions notre soutien à Kissinger. Et quand Kissinger a déclaré, eh bien, les gens affirment que cela ne peut pas être vérifié. Le pouvons-nous? Oui, nous le pouvons. Dans combien de temps? Eh bien, nous trouverions un site illégal en moins d'une semaine. Donc, ce que je dis ici, c'est que Kissinger a réalisé tout cela par lui-même. Qui était le secrétaire d'État, un homme nommé William Rogers? Était-il impliqué? Non, il a été autorisé à aller à l'opéra quand nous étions tous ensemble là-bas en mai 1972. Alors, voici une petite anecdote. Dans la section politique de l'ambassade des États-Unis, et j'y étais, oui, en 1972, j'étais présent pour la signature des accords. Au dos de l'urinoir, il y avait une grande pancarte qui disait « Kissinger était ici ». C'est bon pour vous, on peut y aller maintenant. Alors ça a été un
Maintenant, l'ambassadeur Jake Beam, un vieux de la vieille, il a appris ça et il nous a tous convoqués dans la bulle. Il a dit, bon, maintenant, on est mis à l'écart de tout ça. Kissinger m'a appelé d'Helsinki et il dit, eh bien, je viens de parler avec Brezhnev et Kosygin et je veux vous faire savoir, blablabla. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que nous faisons. Ne viens pas te plaindre que personne ne t'avertit de quoi que ce soit. Cela me fait penser à cet attaché naval à Berlin, juste avant le début de la guerre. Des gens qui défilaient au pas de loi partout et beaucoup de... Ouais, c'est bien ça. Et il nous dit, personne ne me dit jamais rien du tout. Alors, faites votre travail, ne vous plaignez pas et ne mettez plus de pancartes là-haut qui rappellent à tout le monde que Kissinger fait tout ça tout seul. Maintenant, Witkoff fait tout ça tout seul. C'est un étrange référendum. Le grand patron, Trump, vous savez, Rubio a été complètement marginalisé. Où était-il ce week-end dernier? Il n'était pas là pour parler aux Russes et il n'était pas non plus là pour parler aux Ukrainiens. Alors, ça, je veux dire, c'est la nouvelle réalité. Rubio va avoir beaucoup de soutien. Selon l'un de ces articles de dénigrement sur Witkoff, Rubio était à un mariage parce que sa fille, il était demoiselle d'honneur. On n'invente pas de telles choses. Ray, il faut que je vous quitte. Merci infiniment pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour éclairer et éduquer le public à travers ce programme Juger la liberté en 2025. Nous aurons le grand plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour la nouvelle année. Je voudrais juste faire une petite annonce. Comme je l'avais mentionné il y a 1 semaine de cela, que Tony Aguilar a été le lauréat du prix Sam Adams pour l'intégrité. Et cette cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 janvier au Burning Coal Theatre à Raleigh. Et nous avons ce matin une information du consortium qui nous apporte plus de détails et qui est là pour éclairer ceux qui n'en ont pas encore connaissance.